Pour les gens qui viendraient la première fois, rapidement, je rappelle qu'il y a de multiples composantes à notre filière. Ce schéma-là, il pourrait s'appliquer à de nombreuses filières. Notre filière s'articule autour de 7 groupes de maladies rares endocrines. Donc, c'est 7 réseaux coordonnés par un centre de référence coordonnateur avec ses constitutifs et puis ses centres de compétences. Et si on fait la présentation globale, c'est un grand nombre d'acteurs puisque nous avons 21 centres de référence, c'est-à-dire 7 coordonnateurs et puis 14 constitutifs, 174 centres de compétences, 18 associations de patients, 64 laboratoires de diagnostic. Donc vous retrouvez là les laboratoires d'hormonologie puis des laboratoires de génétique. Je dirais que les laboratoires de génétique, il y en a dans toutes les filières. D'hormonologie, c'est assez spécifique à la nôtre. Et puis des unités de recherche. Là, vous avez les logos des associations de patients. Donc, vous voyez qu'il y a une grande diversité d'associations, ce qui, quelque part, recouvre aussi la grande diversité des maladies rares endocriniennes de la filière. Vous savez que la filière est structurée avec une gouvernance, un bureau, un collège, une charte. La charte a été signée par pratiquement tout le monde. Juste cette diapositive, c'est pour rappeler qu'il y a quelques personnes qui ne l'ont pas signée, donc c'est important de le faire, puisque, elle définit un petit peu l'accord avec cette gouvernance, et deuxièmement, et ça c'était une des grandes motivations de cette charte, c'est qu'elle définit aussi les règles pour l'utilisation des données qui sont dans ces maras. La filière a beaucoup contribué à la collecte de ces données. Ça va évoluer vers Bamara. On a l'intention toujours de poursuivre ces efforts. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la façon dont seraient utilisées les données, il y a toute une série de cas de figure qui sont prévus par la charte, ce qui permet à tout le monde de travailler en harmonie et d'être efficace. Ces structures de gouvernance, elles ont évolué avec la relabellisation, puisque dans le bureau, vous avez les représentants des centres de référence. Et puis, elles vont évoluer avec la relabellisation des filières, puisqu'au niveau du collège, il y a des représentants élus des patients, des centres de compétences, des laboratoires, que ce soit de recherche ou de diagnostic, et puis des personnels de la filière. Et donc, comme ceci va changer avec la relabellisation, on va renouveler aussi le collège. Par contre, par rapport aux textes tels qu'ils sont définis dans la charte, on a mis du temps à mettre au point quelque chose qui me paraît assez précis et assez fonctionnel, et donc a priori on va rester sur le même format. Le bilan en 2018, puisqu'on arrive à l'époque de la relabellisation, donc c'est important de faire un bilan, et on avait quelque part un petit peu anticipé là-dessus en faisant une réunion au mois de mars de tous les coordonnateurs de groupes de travail, puisque vous savez que sur les 3 années 2015 à 2018, il y a eu un travail énorme fait au niveau de la filière, par l'intermédiaire des groupes de travail, dans lesquels un grand nombre d'entre vous, si ce n'est pas tous, ont participé. Et donc, il y a eu une réunion, à mon avis, très constructive au mois de mars, parce que chacun avait travaillé beaucoup. Parfois, en travaillant au quotidien, on a l'impression d'accumuler le travail et puis finalement de ne pas avancer, et finalement de faire l'état des lieux et de voir aussi les questions qui pouvaient être communes à plusieurs groupes de recherche. Ça a été extrêmement positif. Donc les résultats de cette synthèse ont été présentés ensuite au bureau et au collège. On a essayé de faire mûrir cette synthèse pour voir à partir de là comment continuer sur les 3 à 4 années suivantes. Et donc je vous montrerai dans la deuxième partie de l'exposé un petit peu ce que l'on voit comme perspective. J'ai malheureusement pas le temps de vous présenter ce qui a été produit par tous les groupes de travail, et j'ai fait simplement une petite sélection que je passe très vite, donc ça va donner le vertige, mais je ne voudrais pas qu'on déborde trop sur le temps. Le groupe 1, et je vous mets là simplement une partie de ses activités, a fait beaucoup de choses autour du recensement des documents, poser la question des diagnostics génétiques, de l'hormonologie avec l'évolution vers la spectro de masse, et surtout développer un outil très précieux, c'est le listing de tous les dosages hormonaux faits pour nos maladies rares, avec un résultat qui est visible sur le site internet sous la forme d'un annuaire interactif. Le groupe 2 a beaucoup travaillé sur la coordination de l'expertise pluridisciplinaire et fait l'état des lieux des RCP. Je dois dire que vis-à-vis des centres de référence, y compris le mien, ça a été très salutaire parce que c'était un œil très critique en fait, qui a été fait notamment par des gens qui sont très actifs dans les centres de compétences, donc c'est très utile. Et donc ça nous conduit ensuite à essayer d'homogénéiser les pratiques.
Le groupe 3 a fait un travail énorme sur la visibilité de la filière. Donc là encore, je liste qu'une partie des activités, mais un résultat évident, c'est le site Internet. Vous avez ici les statistiques qui sont impressionnantes de la consultation de ce site Internet. Et puis avec l'évolution européenne vers les ERN, il nous a paru important d'avoir aussi une version en anglais, ce qui n'existait pas au départ. Donc il y a depuis cette année un site miroir en anglais du site Firando. Le groupe 4 a beaucoup travaillé sur les bonnes pratiques, les protocoles, a aussi travaillé sur le médicament. C'est ce groupe qui nous a aidé à prioriser les PNDS, à mettre des moyens pour... Là, on a une expérience pilote avec une société de prestation de services qui aide à générer un PNDS qui intéresse plusieurs centres de référence de la filière. Et puis, quelque chose qui a émergé de façon importante, c'était la question des médicaments hors AMM, et puis il y a aussi la question des ruptures de médicaments, qui a été bien répertorié par ce groupe de travail. Le groupe 5 a joué depuis le début un rôle énorme sur la structuration de nos activités pour collecter les données dans la BNDMR, c'est-à-dire CEMARA jusqu'à maintenant, BAMARA progressivement. Cette fiche Firando où sont listés tous les diagnostics qui va devoir évoluer puisque maintenant on évolue vers BAMARA, j'en parlerai un petit peu par la suite. Ensuite, les groupes 6 et 9. Donc les groupes 6 et 9, c'était d'un côté l'Europe et de l'autre côté la recherche, et puis finalement on les a fusionnés. Il y a eu un état des lieux de tout ce qui est fait en recherche au niveau des structures de la filière. Il y a eu la mise en place de colloques recherche. On a eu hier une journée qui était vraiment exceptionnelle. Donc pour ceux qui malheureusement n'ont pas pu venir, cette journée sur le dimorphisme sexuel, vous aurez ensuite un aperçu sur Internet des conférences. Et je pense que ça va aussi permettre de donner une dynamique de recherche autour de ce thème qui paraît particulièrement intéressant pour les pathologies de notre filière. Et puis il y a bien sûr la dimension européenne avec l'endo-ERN. Le groupe 7, coordination avec le secteur médico-social, a beaucoup travaillé sur des outils pour essayer d'améliorer la reconnaissance du handicap lié à nos pathologies, qui apparaît souvent un handicap invisible, entre guillemets, par rapport aux pathologies prises en charge par d'autres filières. Et là, il y a des outils qui sont en train d'être testés pour évaluer la qualité de vie, pour essayer d'objectiver ce handicap. Le groupe 8 a beaucoup travaillé sur les actions de formation en commun, recenser les programmes d'éducation thérapeutique. C'est aussi une action interfilière, donc il y a sur le site de la filière d'un côté et sur un site interfilière de l'autre côté le listing de tous ces programmes. Et puis a développé un projet d'une journée de formation destinée aux paramédicaux. Et puis le groupe 10 qui joue un rôle très important où se retrouvent les associations de patients, a développé un questionnaire de vécu de l'annonce diagnostique qui a été diffusé. Les résultats ont été présentés en journée annuelle. Ça va probablement donner lieu à une publication, ce que j'encourage, parce que là, on a beaucoup de leçons pour les centres de référence à tirer, progresser sur la façon dont nous annonçons le diagnostic, à la fois les outils, mais aussi les moyens mis en place pour ce faire. Les sujets qui nous ont beaucoup préoccupés en 2018, donc il y en a un qu'on a déjà abordé, c'est le financement des centres de référence. Donc comme Madame Lapointe l'a dit, il y a eu effectivement 2 réunions au niveau du ministère provoquées par les filières, avec des représentants des associations et des centres de référence aussi. Mon sentiment, c'est qu'il y a au niveau de la DGES une vraie écoute, mais il y a malheureusement un cadre et des structures qui ont leurs règles et leurs difficultés. Mais malgré tout, ces réunions et des signaux qu'ont pu envoyer les gens de la DGES vers les GH aident quand même à ce que petit à petit, mais ça reste très laborieux et difficile, et les situations sont surtout très hétérogènes. On a fait l'état des lieux dans la filière, c'est finalement le même que l'état des lieux dans toutes les autres filières. C'est très hétérogène, non pas tellement d'un centre de référence à l'autre, mais d'un GH à l'autre. C'est en fait des politiques de GH. Et l'AP en particulier est particulièrement difficile. Je suis bien placé, comme beaucoup d'autres ici, pour le savoir. L'autre sujet qui nous a préoccupés, c'est les dosages hormonaux dits obsolètes, c'est-à-dire des dosages qui ne sont pas à la nomenclature. Et petit à petit, il y a une pression dans ces contraintes budgétaires actuelles au niveau des hôpitaux pour que ces dosages ne soient plus faits. Or, un grand nombre de ces dosages concernent les maladies rares endocriniennes, sont en fait des dosages essentiels pour diagnostiquer nos patients ou les suivre en ambulatoire. Et une grande partie d'entre eux permet en plus de les suivre en ambulatoire au lieu de les prendre à l'hôpital. Donc là, aussi bien la SFE que Firando se sont émus auprès de la DGES, et je sais que la DGES
étudie réellement le dossier, parce que j'ai eu un retour récemment là-dessus, donc je pense que c'est un dossier qu'on va pouvoir travailler de façon constructive. C'est-à-dire qu'autant il y avait bien notion que les diagnostics génétiques, c'était important pour les filières, les dosages hormonaux dans une masse d'actes de biologie, hein, le problème c'est la biologie en général, n'avaient pas été perçus en tant que tels, et je pense que maintenant c'est bien identifié. Les cartes d'urgence, je passerai rapidement, mais simplement pour vous rappeler qu'elles existent, que même si la filière a servi de véhicule entre la DGS et les centres de référence pour que ces cartes soient générées, mais elles n'appartiennent pas à la filière, elles sont restituées aux centres de référence qui les ont générées. C'est là où sont vus les patients, et c'est aux centres de référence de se les approprier et de les diffuser. Les chargés de mission, donc ça, ce sont les chargés de mission qui sont en place en 2018. Donc je vous rappelle cette structuration que vous connaissez tous, avec 3 chargés de mission qui sont dans des villes où il n'y a pas de centre de référence, et puis 4 qui étaient dans des villes où il y a aussi des centres de référence, et puis Maria Givoni en chef de projet qui coordonne l'ensemble. Donc à l'occasion de cette diapositive, je les remercie vraiment tous pour un travail qui est fait maintenant depuis 4 ans et qui a été très productif, comme vous le savez tous, et qui va devoir évoluer avec la relabellisation, mais toujours dans un même état d'esprit d'être vraiment commun à l'ensemble des structures de la filière et de supporter toutes les structures, quelles qu'elles soient, de la filière dans leurs activités. Donc, un des résultats visibles, c'est les patients qui sont renseignés dans la BNDMR, donc principalement CEMARA. Donc, comme vous savez, chaque année, on essaie d'extraire pour faire un petit peu l'état des lieux. C'est des extractions qui sont faites dans les critères de la charte. Donc, nous avons demandé à CEMARA, donc M. Messiaen, d'extraire uniquement les données globales pour les centres qui avaient signé la charte. Donc, j'aurais juste une façon de rappeler de façon subliminale qu'il y a des gens qui n'ont pas encore signé la charte, mais qui sont vraiment une minorité. Donc, uniquement ces données-là ont été extraites. Donc, vous avez là l'âge au diagnostic sur 25 000 patients qui ont des codes ORFA qui correspondent au diagnostic de la filière. Donc, s'il y a dans les centres des patients qui sont suivis avec d'autres diagnostics qui ne sont pas dans cette analyse. Donc, et cette image est intéressante parce que ça reflète la diversité de notre filière entre les centres pédiatriques et les centres adultes. Et vous voyez que nos maladies rares endocriniennes sont diagnostiquées à tout âge. Donc, on a là une représentation de l'ensemble de nos centres qui ont des valences plus pédiatriques ou plus adultes, mais qui en général ont toujours la double valence, comme d'ailleurs au niveau européen, l'endo-ORL. Cette autre diapositive que je trouve très intéressante, je l'ai présentée hier en introduction au colloque dimorphisme sexuel, c'est la pyramide des âges à la dernière visite des patients de Firando. Donc c'est une statistique qui là aussi est faite sur 25 à 26 000 patients. Et vous voyez, c'est intéressant de voir les différences entre les sexes par rapport au thème de notre réunion d'hier. J'ai aucune explication et on va pouvoir travailler, ça va être très intéressant là-dessus. Aux âges pédiatriques, vous avez autant de garçons que de filles. Et à l'âge adulte, vous avez beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, suivant les pathologies, il y a probablement des tas d'explications différentes, mais ça serait très intéressant de comprendre ce dimorphisme des patients de la filière. Ensuite, on peut faire des analyses à partir de CEMARA. Là, donc, c'est des analyses très globales. Hein. La charte prévoit uniquement des analyses globales. Et ensuite, si on veut faire une analyse plus précise, il faut déposer un projet de recherche qui doit être évalué. Et ensuite, chaque centre est libre d'accepter ou non que ces données soient utilisées. Donc, je vous montrerai un exemple après pour ce type d'approche plus focalisée. On a là une cartographie faite par CEMARA des lieux de résidence. Donc, ce n'est pas forcément les lieux de prise en charge, ce n'est pas forcément là où les patients ont été vus et répertoriés dans la filière, c'est les lieux de résidence. Donc, vous voyez une statistique sur plus de 26 000 patients. Et vous avez un code couleur que volontairement, on n'a pas voulu faire avec un gradient pour dire il y en a plus ou moins dans une région, mais simplement, vous voyez un petit peu comme ça une cartographie du lieu de résidence des patients de la filière. Ensuite, on a fait la même analyse, cette fois-ci uniquement pour le syndrome de Turner. Pourquoi? Parce que Sophie Christin-Maître a déposé un projet de recherche spécifiquement sur le Turner, voulant avoir des informations sur la base CEMARA. Donc, c'est passé au niveau des structures de gouvernance comme il est prévu dans la charte, et il y a eu un accord, et tous les centres ont été interrogés, et donc tous les centres ont donné leur accord en fait à ce projet. Et là, ça nous permet d'avoir cette fois-ci la distribution des patients en fonction de leur lieu de résidence. Donc maintenant, si Sophie veut aller étudier et qu'elle a besoin de 500 patients, elle sait que si elle s'adresse simplement dans une région, ensuite si elle a besoin d'un échantillon global, elle a là la distribution globale des patients.
Un autre type d'information qu'on peut avoir, c'est dans quel contexte les patients sont vus, puisqu'on peut les répertorier à chaque fois qu'ils passent dans la filière, entre une consultation et une hospitalisation. Et là, un petit peu comme nous aurions pu l'attendre, en fonction des pathologies, le ratio consultation à gauche, hospitalisation à droite est variable. Et vous avez des pathologies qui apparaissent plutôt en violet, où le suivi se fait avant tout en consultation, le Klinefelter, le Turner, et d'autres où il y a aussi pas mal d'hospitalisations, comme le Cushing ou l'acromégalie. Donc, suivant les pathologies, le contexte ne sera pas le même. Donc ça, c'était le bilan 2018 et bien sûr les années antérieures. Et puis maintenant, si on se projette sur 2019, donc on a un contexte, comme on l'a très bien compris dans la présentation de Mme Lapointe, qui est changeant, quelque part renforcé, avec la publication du PNMR3. Et dans ce contexte, on a un appel d'offres filière avec un deadline fin janvier. Les structures de gouvernance, c'est-à-dire collège, bureau, et puis ensuite j'ai fait une réunion hier de tous les coordonnateurs de centres de référence, qui soient coordonnateurs ou constitutifs, font la confiance à l'animateur actuel de porter le projet pour répondre à cet appel d'offres. Donc, je vous remercie tous de cette confiance. En même temps, j'ai bien conscience que c'est aussi une lourde tâche, parce qu'on a beaucoup travaillé pendant 4 ans, et c'était une des raisons de ma motivation. On a encore beaucoup de choses à faire. On a fait beaucoup d'états des lieux, et à partir de cet état des lieux, on a besoin de développer des actions précises. Donc, c'est vraiment une opportunité, ce PNMR3, cette relabellisation, de progresser dans cette voie. Avec la labellisation des centres de référence et les centres de compétences qui y sont associés, renseigner la BNDMR, c'est une mission essentielle. C'est là où les patients sont vus. La BNDMR, vous savez, évolue vers Bamara, donc c'est aussi une des préoccupations de la filière d'accompagner cette évolution. Et puis, il y a bien sûr la dimension européenne. Donc ça, c'est le cadre un petit peu général. L'appel d'offres, je mets cette diapositive, c'est ce qui sort dans la circulaire de l'appel d'offres, pour juste mentionner 3 choses. Comme on l'a entendu déjà ce matin, ça se passe dans le cadre du PNMR3 qui insiste vraiment sur l'importance des filières. Deuxièmement, il est quand même rappelé que les filières ont un rôle différent des centres de référence. C'est très important de se rappeler ça pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les missions respectives de chacun. Et enfin, et ça c'est quelque chose de nouveau par rapport au discours d'il y a 4 ans par rapport aux filières, la recherche. Les filières ont un rôle important d'impulsion, de soutien, de promotion. Alors, la promotion, pour moi, c'est un petit peu ambigu parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses en termes de recherche, de l'action des centres de référence. Donc, clairement, dans notre projection sur les 4 années à venir, il faudra prendre en compte ça. Les champs pathologiques pour lesquels les filières sont attendues, bon, ce n'est pas une surprise, ça reflète les filières qui existent déjà, mais juste pour vous rassurer, les maladies rares endocriniennes font partie de ce qui est attendu au niveau de cet appel d'offres. Donc, Firando est bien sûr attendu au niveau de cet appel d'offres. L'évolution vers Bamara, donc la plupart d'entre vous sont au courant. La filière est là aussi pour véhiculer de l'information. Et ça, c'est un exemple de cette information faite par la filière. C'est la newsletter sur le site Internet de Firando qui détaille cette évolution vers Bamara et qui récemment faisait l'état des lieux de ce déploiement de Bamara au niveau des centres de la filière: Besançon, Bordeaux, Caen, Dijon, La Réunion, Limoges, Montpellier, Nantes, Nice, Poitiers, Reims, Rouen, Toulouse, Tours. Donc vous voyez un grand nombre de villes où vous avez soit des centres de référence, soit des centres de compétences de la filière. Et puis à Paris, pour la PHP, la Riboisière et la HOGP. Donc progressivement, ça se déploie partout. On aura cet après-midi un exposé sur la BNDMR spécifique. Et puis un exposé avant sur le projet européen, enfin plus qu'un projet maintenant parce que ça avance, de base de données, ce qui sera aussi l'occasion pour nous de voir comment on va pouvoir interfacer tout ça. Vous savez tous que nous avions fait pour la filière au niveau du groupe de travail base de données l'effort de mettre au point une fiche qui collait au cadre de CEMARA pour l'ensemble des pathologies de la filière. Et cette fiche, bien sûr, doit évoluer pour Bamara. Donc, vous allez voir progressivement apparaître une nouvelle fiche qui est quasiment finalisée, avec un côté où nous n'avons pas eu grand-chose à dire, puisque c'est le cadre qui est défini par Bamara. Et puis, de l'autre, le cadre qui est plus spécifique pour lister les pathologies de la filière. Et c'est là où il y a encore un petit peu de travail, mais qui est quasiment finalisé. Je pense qu'à
à l'issue de ce qui a été fait ce matin, cette fiche sera finalisée et ensuite diffusée, de façon à ce que, notamment au niveau des villes où des centres sont compétents pour plusieurs centres de référence, ou un centre de référence lui-même qui est compétent pour d'autres centres de référence, vous pouviez utiliser une seule fiche pour coder tous vos patients. En sachant qu'à terme, c'est une évolution à laquelle il va falloir se préparer, il est prévu que le dossier médical informatisé communique directement avec Bambara. Et donc à terme, il n'y aura plus besoin de passer par cet intermédiaire. Mais bon, il ne faut pas se leurrer, je pense qu'en dehors d'expérience pilote, ce n'est pas quelque chose qui va non plus se faire malheureusement du jour au lendemain. Donc cette fiche Firando-Bambara va être importante à mon avis pour quelques mois, si ce n'est pas quelques années. À partir de la synthèse des activités des groupes de travail, donc on a décidé, la plupart ont produit énormément, et on arrive à un moment où c'est important d'identifier un certain nombre de thématiques qui doivent être promues et pour laquelle on doit mettre à disposition des moyens pour avancer de façon spécifique. Et là, on a essayé de lister, à partir des groupes de travail existants, l'ensemble de ces thématiques. Donc, vous voyez qu'elles sont nombreuses, ça reflète la diversité des groupes de travail. Et l'exercice est aussi de la faire coller avec ce qui se passe dans les autres filières. Donc on sait qu'il y a déjà deux thématiques qui sont prises en charge en interfilière, c'est l'ETP et la transition. C'est très important d'avoir une action propre à la filière, mais ensuite de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des filières pour bénéficier de leur expérience, puis bien sûr potentialiser le développement d'outils communs. Ensuite, il faut faire cadrer ces différents thèmes avec le cadre quelque part du PNMR3 qui liste comme ça des grandes thématiques. Et en fait, c'est assez simple, puisqu'on va retrouver, bien sûr, nos différentes thématiques que vous avez vues sur la diapositive précédente, projetées dans ces grands axes définis par le PNMR3. Ce qui fait qu'on arrivera, tout en continuant notre action qui est née en interne de la filière et s'est développée, on a vu des actions se développer de façon importante, arriver à les relier à l'ensemble de ce qui se fait dans les autres filières et aux différentes priorité du PNMR3, comme on vous l'a dit dans l'exposé précédent, il y a une liste de points très importants. Et bientôt, on va ouvrir sur le site Internet la possibilité, comme nous l'avions fait au début de l'existence des groupes de travail, de manifester son intérêt pour l'une de ces thématiques, de façon à se réinscrire dans une dynamique des groupes de travail renouvelés. Les chargés de mission en 2019, donc le format va un petit peu évoluer. Nous allons garder les chargés de mission qui sont dans des villes où il n'y a pas de centre de référence et nous allons leur demander en fait de travailler à aider tous les centres à évoluer vers Bambara. Il y a à chaque fois des questions techniques qui se posent et ces chargés de mission ont la connaissance maintenant de ce système et donc ils vont aller former dans les centres, organiser aussi des réunions en région pour former les gens. Et puis redéployer l'équivalent, que ce soit des chargés de mission même ou des financements qui seront utilisés pour des sociétés de prestation de services, des 4 chargés de mission qui étaient dans des villes où il y a des centres de référence, pour aider plus directement les groupes de travail dans les thématiques qui ont été listées, de façon à pouvoir investir de façon plus ciblée pour faire avancer sur 2-3 ans jusqu'à sa finalisation des actions très précises. Et puis, je vais finir un petit peu sur l'Europe. L'Endo-RN, vous savez qu'Alberto Pereira, qui est le coordonnateur, était venu il y a 2 ans à cette journée présenter le projet. L'Endo-RN a pratiquement été labellisé à ce moment-là, mais je pense qu'on l'a appris 48 heures après sa venue. Donc, on avait un bon pressentiment. Et 19 pays, 71 healthcare providers, c'est-à-dire centres. Et en France, il y en a 8. Ils sont listés sur la diapositive suivante au niveau de cet Endo-RN. 6 sont dans Firando, 2, parce que ça concerne le Prader-Willi qui est dans déficience, sont hors Firando, mais sont dans l'Endo-RN. Et pour ne pas multiplier à l'infini le nombre d'HCP, nous avions fait l'effort de coordonner pour les centres parisiens 2 consortiums qui regroupent en fait plusieurs centres de référence. Donc, il devait y avoir un appel d'offres pour ouvrir à de nouveaux HCP. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous sont intéressés par cette question. Sont intéressés les gens qui n'étaient pas centres de référence lorsque le RN a été créé et qui sont devenus centres de référence depuis. Donc, la plupart sont des centres de référence constitutifs, en dehors de Prisis, qui est un centre de référence coordonnateur.
Et puis, il y a un centre qui n'était pas rentré à l'Europe, autant que je me rappelle, à Lyon, et qui peut-être voudrait, à l'occasion de ce nouvel appel d'offres, de nouveau rentrer. Donc cette liste est en anglais parce que c'est ce que j'ai envoyé à Alberto Pereira qui m'a dit « Qu'est-ce que tu attends en France comme nouveau centre potentiel ?» J'ai dit potentiellement tous les nouveaux centres qui ont été labellisés pourraient être reconnus par le ministère pour candidater comme nouveau HCP. La difficulté, c'est qu'au niveau de l'Europe, il y a des pays qui ne sont pas représentés du tout, ou très peu représentés par rapport à leur dimension et leur population, et d'autres qui sont bien, voire très bien représentés. La France, dirait, est bien, n'est peut-être pas très bien, mais est bien représentée. Donc, la difficulté pour le coordonnateur européen, ça va être de faire rentrer tous les gens qui sont des experts et qui sont de bonne volonté, et en même temps de ne pas faire exploser le nombre par pays dans les pays qui sont déjà bien présents. Donc, un conseil que je peux donner, bien évidemment, je ne sais pas si individuellement chacun voudra aller à l'Europe de nouveau, mais c'est pour les centres qui sont dans des hôpitaux où il y a déjà, et je les ai repérés par des étoiles, des HCP, c'est de se rapprocher des HCP existants pour faire comme nous avions fait au niveau de la PHP, non pas créer un nouveau centre, mais rajouter des nouvelles pathologies dans un centre qui existe déjà. Je pense que ça sera beaucoup plus facile à gérer pour le coordonnateur européen. Il n'en reste qu'il y a des villes où il n'y a pas aujourd'hui d'HCP, et donc là, il y aura une démarche de création à faire. Les règles du jeu ne sont pas encore parfaitement définies. Cet appel d'offres n'arrête pas d'être repoussé. Je pense qu'il y a une dimension politique bien au-delà de notre petit monde d'endocrinologues européens. Il y a une dimension politique européenne qui est difficile à contrôler. Et donc, on attend le retour. Mais sachez qu'au niveau français, la filière étant bien identifiée, c'est un interlocuteur très facile pour les coordonnateurs de l'endo-ERN. Et donc, on s'adresse à la filière. Et donc, la filière fera tout pour promouvoir la labellisation comme HCP de tous les centres de référence qui ont été labellisés. La filière était bien sûr tout à fait favorable à leur labellisation puisqu'elle avait son mot à dire. Donc je vais terminer là en remerciant de nouveau alors vraiment toutes les composantes de la filière. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'aller le matin dans les réunions des groupes de travail parce qu'on voit beaucoup d'activités, beaucoup d'investissements. C'est beaucoup de temps. Quand les gens viennent aussi à la journée annuelle, c'est des déplacements. On sait que ce n'est pas toujours facile. Et puis, bien évidemment, tous nos chargés de mission qui remplissent leur mission parfaitement et, je dirais, très à cœur, se prennent très à cœur leur travail et aiment leur travail, je pense. Donc ça, c'est quelque chose de très positif pour tout le monde. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais répondre aux questions et je mets cette photo-là pour simplement rappeler qu'à la fin des questions, on fait une photo tous de l'amphithéâtre pour la journée maladie rare.